Bonjour à tous, c'est Socrate pour la chaîne Traders Cake. Alors, pour la première fois cette semaine, on va faire un point hebdomadaire sur les marchés, donc sur base d'analyse technique. On va regarder un peu ce qui se prépare en termes d'annonces officielles pour la semaine prochaine. Et on va passer en revue dans ma liste overview. Donc en même temps, ça vous permettra de voir un peu comment je surveille, on va dire, le marché dans sa globalité. Donc on va parler de l'indice du dollar, le DXY. On va parler des obligations gouvernementales sur 2 ans et 10 ans. Donc ça permet d'avoir un indicateur fiable, ah, pas mal, on commence bien. Un indicateur donc fiable sur l'inversion entre les taux 2 ans et 10 ans, qui, je vous le rappelle, est un indicateur historique, en tout cas qui a fait ses preuves dans le passé, sur une potentielle récession. On va parler du US Oil, donc le prix du baril, le S&P 500 sur l'indice SPX, le Nasdaq 100, l'indice NDX, on va rapidement voir le CAC 40, le Total Crypto Market Cap, le BTC et enfin le Gold. Donc on va tout de suite passer sur le calendrier économique après la petite introduction. Alors nous voilà sur la partie calendrier économique. Donc pour le calendrier économique, moi je me rends sur investing.com. Il y a eu un onglet qui va apparaître qui s'appelle calendrier économique. Vous vous rendez dans filtre, vous effacez tous les pays, vous mettez États-Unis, zone euro, vous cochez l'importance 3 étoiles, vous faites appliquer. Alors vous choisissez là ici si vous êtes sur la journée, le lendemain, la semaine ou la semaine prochaine. Donc là vu qu'on est le week-end, j'ai sélectionné semaine prochaine. Donc très important, mardi 20 septembre, nous avons les permis de construire. Donc on voit qu'on attend une légère baisse. Alors est-ce que la baisse va atteindre les prévisions ou est-ce que on aura encore moins que prévu? L'avenir nous le dira. On ne sait pas, mais à mon avis, ça va pas être tout rose. Mercredi 21 septembre, journée très importante. Nous avons le stock de pétrole brut, le vente de logements existants, les projections économiques FOMC et surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors vous avez peut-être suivi, mais je crois que les probabilités sont à peu près de 75% pour une hausse de 75 points de base. Il y a ça aussi entre 30 et 25% selon la journée du marché pour une hausse de 100 points de base. Alors est-ce qu'on va avoir 75-100 points de base? J'en sais rien. Je pense que Jérôme Powell va continuer le même discours que jusqu'à présent, donc il va toujours être à mon avis. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que il n'y a pas vraiment eu d'évolution dans le discours de Jérôme Powell. Peu importe ce qu'en disent les spécialistes. À chaque fois, il répète plus ou moins la même chose, il change quelques petites nuances. La dernière fois, par exemple, il y a eu un gros drop. Pourquoi? Parce qu'il a notamment mentionné Paul Walker. Paul Walker qui a été un ancien président de la Fed, justement, qui avait connu justement une période très inflationniste et qui avait été, on va dire, très très fort sur la hausse des taux, qui a d'ailleurs conduit à une catastrophe économique dans la foulée. Donc, si vous voulez, c'est un peu cette mention de Paul Walker qui a refroidi tout le monde la semaine passée, enfin il y a 2 semaines quoi. Donc, est-ce que Jérôme Powell va nous remettre une couche? Est-ce que le marché va bien le prendre? Bon, bah, écoutez, on l'a vu par le passé que de temps en temps, aux mêmes annonces, on a des réactions totalement différentes. Donc bon, qu'en penser? Eh ben, j'ai envie de vous dire, on n'en pense rien. On attend de voir ce qui se passe, on attend de voir la réaction du marché. On évite de trader si possible les premières minutes après l'ouverture du marché, histoire de laisser vraiment se mettre en place le trend de fond. Et surtout, on reste bien confortablement installé, on fait très attention, on gère son money management, son risk management, et puis ça devrait bien se passer, c'est tout simplement ça, hein. On ne nous demande pas d'anticiper systématiquement tout ce qui va se passer sur les marchés, on nous demande principalement d'accompagner la tendance, de prendre notre part du gâteau et d'y aller. Donc voilà, donc ça c'est pour le calendrier économique, semaine très importante la semaine prochaine, notamment mercredi. Je pense que mardi on peut avoir, avec les permis de construire, une petite tendance qui se comment dire, qui commence à apparaître. Mais il faudra surtout être très vigilant mercredi, hein. Bon, les heures que vous avez là sur mon écran, c'est les heures Europe, hein. Donc
Donc soyez bien vigilants, ça se fera juste avant la fermeture des marchés, donc potentielle grosse volatilité à ce moment-là. On se retrouve pour l'analyse du DXY, donc l'indice du dollar US. Alors déjà, c'est quoi le DXY? Ben, c'est tout simplement la force du dollar face à un panier de devises étrangères. Donc il me semble que principalement dans ce panier, il y a l'euro en numéro 1 et je crois que c'est le yen en numéro 2, hein. Donc en gros, le DXY vous donne une force de l'indice dollar face à d'autres monnaies, en tout cas les autres principales monnaies, hein. Donc c'est une espèce euh, d'agglomérat des autres monnaies et une comparaison finalement du dollar face à ces monnaies-là. Donc, bon, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour constater qu'effectivement, sur une time frame daily, le dollar est en force haussière, hein, puisqu'on voit qu'il progresse au sein d'un canal. Donc, là-dessus, rien à dire. Est-ce qu'on va faire un nouvel ATH? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, regardez un peu ce qui s'est passé à chaque fois, hein. On break, on retrace, on rebreak, on retrace, on break, on retrace, on break. Donc, bon. Est-ce que le dollar va arrêter son pump? Ben, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas trop l'impression que ça va être le cas, hein. En plus, certains vous diront qu'on a des espèces de tas-séances à chaque fois, là. Bon, à suivre. Moi, j'observe une chose, c'est que pour l'instant, on respecte pas mal cette moyenne mobile, qui est une moyenne mobile de 21 périodes, hein, donc une SMA 21. Moi, je vois franchement, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je vous ai envie de dire, pour l'instant, tant qu'on n'a pas une cassure franche de cette moyenne mobile avec un rejet, ben, on part du principe que le dollar continue son petit bout de chemin, quoi, tout simplement. Je vous ai tracé ici sur le RSI 14 périodes quelque chose de très intéressant à mon sens. Attendez, je vais vous agrandir un peu ça, histoire que vous le voyez bien. Donc on voit que une espèce de divergence baissière en fait est en train de se former, qu'on a des points hauts sur le RSI qui sont de plus en plus bas, alors qu'on a un cours qui est de plus en plus haut, hein. Bon, qu'est-ce que ça veut dire une divergence baissière sur le RSI du dollar du DXY? Ça veut pas dire que la semaine prochaine ou demain ou peu importe quand, on va avoir un dollar qui plonge. Non, ça veut dire que la force du côté des acheteurs est toujours présente, mais qu'elle perd progressivement en force face à la continuation de la hausse. Donc, rappelez-vous, une divergence baissière, qu'elle soit baissière ou haussière, hein, tout simplement, ne vous donne pas un timing. Ça vous donne tout simplement. Ça vous communique en fait un message qui est le suivant, qui est de dire attention, le momentum s'épuise, s'affaiblit. Est-ce que ça se retourne là tout de suite? Non. Vous voyez, quelqu'un qui aurait identifié cette divergence à ce niveau-là, il aurait pris un short, effectivement, il aurait pu se faire plaisir, mais si derrière il clôture pas, il se serait fait manger. Donc en fait, on peut très bien continuer sur ce chemin et refaire encore, je sais pas moi, 3 fois comme ça, quoi. On sera toujours dans la divergence, et finalement vous serez rentré en short et vous serez fait dépouiller beaucoup trop tôt. Donc une divergence, comment dire, c'est une information, c'est pas un timing, ok? Bon, ça c'est pour le DXY en daily, en 4 heures, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, on est toujours effectivement sur des niveaux proches des points hauts, hein. Donc le signal vraiment d'une reprise haussière, ben, ça sera vraiment la cassure de cette résistance. Est-ce que ça se fera lundi? Est-ce que ça se fera mardi? J'en sais rien. Je pense que ça dépend énormément de l'annonce de Jérôme Powell et des retours sur les constructions neuves. Donc un dollar XY, un DXY qui est fort, hein, il faut le rappeler, même s'il y a des fluctuations en ce moment. On est, je le rappelle, dans une petite zone d'incertitude, hein. Il y a les gens qui pensent que effectivement le marché, ça va être la grande catastrophe, et d'autres qui se disent, bon, on a fait les bottoms, les bottoms de juin sont les bottoms définitifs, enfin voilà. Je vous épargne comment dire, le dialogue habituel entre les bulls et les bears. Moi je vous dis, j'en sais rien. Macroéconomiquement, je pense que le marché est plutôt dans un sale état. Je suis pas très optimiste, je suis plutôt pessimiste, on va dire. Et je pense que le vrai bottom se fera quand tout le monde aura bien paniqué comme il faut. Et cette panique, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue. Donc ça, c'est pour le DXY. On va passer au US 2 ans, donc aux obligations US sur 2 ans.
Alors nous voilà sur les obligations du gouvernement américain sur 2 ans. Donc là, chose très intéressante. Bon, vous n'êtes pas aveugle. On voit très bien qu'on a eu une formation double bottom, ici même, cassure de la neckline. Donc je vous ai projeté tout simplement la profondeur du W qui est égale à sa target théorique. Donc j'ai dupliqué, j'ai cloné, j'ai dupliqué la flèche. Ça nous emmène à peu près sur ce niveau-là. Bon, bah qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'il y a eu un pump franc, un petit ralentissement. Une petite bougie là qui nous montre effectivement qu'il y a peut-être une petite fin d'essoufflement là, enfin il y a un début d'essoufflement. Bon. En daily en tout cas on voit un taux à 2 ans qui part to the moon, hein. Ça c'est clair et net. Bon, à quoi faut s'attendre? Bon là on a fait l'objectif, comme je vous l'ai tracé ici on a fait l'objectif. Là ce qu'il faudra s'attendre probablement c'est peut-être un retour, un retest et pourquoi pas une reprise, hein. On le voit que c'est souvent le cas, hein. Là, vous aviez aussi une petite figure. Bon, c'est pas un W propre, hein, mais vous voyez qu'on a fait plus ou moins, on a explosé l'objectif. On est revenu tester pile poil ici, hein. Vous voyez, c'est pas, ça tombe sous le sens un peu ce qui peut se produire, hein. Là, vous voyez, je l'ai tracé en vert le support. Bon, on a toujours la SMA 21 qui fait un peu office. Alors, peut-être que en se projetant un peu dans le temps, cette SMA il va continuer à monter et ça va coïncider en fait avec la retouche. Donc ça c'est pour le taux à 2 ans. Donc notez bien, le taux à 2 ans est à 3,87. Si maintenant je passe sur le taux à 10 ans, eh bien déjà on voit qu'il est un peu moins fort que l'autre, mais il est à 3,46%. Donc si c'est tout simple, faites les maths. 3,87 les courts termes face au moyen terme, 3,45. On a un spread entre les deux qui est de 0,42. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on a bien un signal quelque part d'une potentielle récession. Alors, à l'inverse des 2 ans, on voit que le 10 ans, lui, il peine un peu, il n'arrive pas à breakout en fait, hein. Alors, est-ce qu'au moment où il va breakout, justement, il va rattraper le spread avec le 2 ans? Je sais pas, à voir. Ce qui est sûr, c'est que si le 10 ans venait à baisser alors que le 2 ans resterait à peu près stable, ça va creuser l'écart et comment dire, le signal d'une potentielle récession sera d'autant plus marqué, quoi. Alors, côté RSI, on voit que le trend est toujours à peu près le même, hein. Alors, on notera peut-être qu'on a... on peut pas vraiment le dire comme ça, mais... ouais, ça devient un peu volatile là, vous voyez, il y a une incertitude, hein, il y a clairement une incertitude. On va retourner sur le 2 ans, on va voir ce qui se passe de nouveau. Sur le 2 ans, j'avais tracé ici quelque chose, je ne sais plus à quoi ça correspond, on va l'enlever. Mais on voit, ouais, effectivement que le RSI, et il y a des retours sur la médiane, mais c'est défendu, hein. Donc c'est clairement encore, il y a un fond haussier important, hein, ça c'est clair et net, hein. En tout cas, le spread, moi, me plaît pas du tout. Enfin, d'un point de vue bullish, en tout cas, le spread là, il est pas bon, hein, puisque n'oubliez pas que les organismes financiers comme les banques, etc., empruntent à court terme et prêtent à moyen ou à long terme aux intervenants. Donc en fait, quand vous avez un court terme, un taux à court terme qui est plus élevé qu'un taux à long terme, vous perdez en fait, tout simplement, vous êtes perdant. Donc c'est bien pour ça que c'est un signal très important pour la récession. Donc ça c'était pour les obligations du gouvernement américain sur 2 ans et sur 10 ans. Donc le 2 ans, toujours très fort, très haussier. On s'attend peut-être la semaine prochaine à un petit retour, un retest de la neckline. Le 10 ans, ben, il va falloir observer, hein. Pour moi, il va se bagarrer ici, hein, dans cette zone-là, hein. Il va probablement faire un petit swing. Ça concorderait aussi, encore une fois, avec la progression de la moyenne mobile, hein. La SMI sur 21 périodes. Donc ça, c'était pour les obligations du gouvernement américain. Alors, pour le baril de pétrole, le US Oil, donc le contrat futur dérivé sur pétrole brut WTI, on a une tendance baissière en cours sur le time frame daily. Donc on a vu qu'on avait précédemment le double top, donc ce qui donne un signal vendeur. On a effectivement la cassure ici. On va essayer de pas rendre le graphique dégueulasse. Et on voit que là, en ce moment, on est dans un beau petit canal baissier. Alors, on parle de canal baissier parce que ce canal se dirige vers la baisse. Mais sachez qu'un canal baissier, 60 à 70% du temps, il break à la hausse.
Oui, il arrive des fois que dans un canal baissier, le prix break à la baisse et qu'en fait on ait une espèce de duplication du canal sous le bas, donc en fait on passe un espèce de palier vers le bas, mais 60 à 70% des résolutions d'un canal baissier sont des canaux haussiers. Alors on voit que effectivement en termes de résistance, la SMA 21 elle fait son boulot comme d'habitude, mais cette fois-ci en termes de résistance. On a le renfort de la SMA 55 qui arrive, hein, donc on voit qu'il y a quelques petites touches de temps en temps. Donc on commence à avoir deux SMA au-dessus de la tête, la borne du canal haut. Donc là, autant vous dire, la résistance à la hausse, elle est réelle, hein. Par contre, si on la break, ça va littéralement gicler, hein, comme on l'a vu ici, hein. Ça, il faut bien le garder à l'esprit aussi, hein. On enlève les petits dessins. Donc, on voit qu'on arrive tout doucement sur la SMA majeure, hein, donc la 233 période, rebond franc dessus. Est-ce qu'on va la casser? Je ne sais pas. On a le concours d'une zone de support ici, hein, qui est un ancien point haut, qui a fait ses preuves en termes de résistance, en termes de support, et là, peut-être de nouveau en termes de support. Donc on va regarder ce qui va se passer dans le prochain temps. Côté momentum, on est clairement du côté des bears, donc on a un RSI qui reste dans la zone de survente. Bon, est-ce que ça veut dire que parce qu'on est en zone tout doucement, enfin en zone, on n'est pas en survente. Techniquement, on n'est pas en survente parce qu'on n'est pas en dessous de 30-40 au niveau du RSI. On est simplement dans un momentum, on va dire, léger, une légère force baissière, quoi, hein. Est-ce que ça s'estompe actuellement? Oui, peut-être. Alors moi, je vois légèrement ici quelque chose, une petite divergence. Alors attendez, je vais vous mettre ça. Je vais mettre ça plus grand, ça sera peut-être plus clair. Je vois un début de divergence haussière, donc ici. Donc si je prends la référence ici, hop, avec le point ici, voilà, vous voyez, on a un cours qui fait des plus bas, on a un RSI qui fait des plus bas plus haut. Bon. Je vous rappelle ce que je vous ai dit plus tôt sur le DXY, une divergence n'est pas un signal de timing, c'est une information. Donc là on a une information que la force baissière s'épuise, c'est tout. On n'en fait pas plus, on n'en fait pas moins. On garde un œil, et comme d'habitude, et comme je vous le répète à chaque fois, notre job à nous, c'est d'accompagner, c'est vraiment d'accompagner ce que fait le cours. Donc, le jour où ça break, on prend. Alors, soit vous prenez le break, soit vous prenez le retest du canal bas. Éventuellement, là, à ce moment-là, vous rentrez avec un stop loss, vous laissez une petite marge de sécurité, pareil pour ici. Vous accompagnez la trend, vous fixez votre target et vous sortez. Donc, en général, l'objectif d'un canal, c'est la hauteur de son canal. Donc on prend la hauteur du canal, on la reporte au point de sortie et on a un premier objectif. Faut-il sortir l'intégralité de sa position au moment où on atteint son objectif? Non. Non, il ne faut pas. On prend une partie des bénéfices, on monte son stop loss en positif et on laisse courir. On coupe les perdants, on laisse courir les gagnants. C'est la règle d'or, les amis. On ne... si vous coupez toutes vos positions à chaque fois, vous prenez à chaque fois, enfin vous vous forcez à chaque fois à devoir reprendre le risque de prendre une position. Alors que là, vous avez quelque part confirmé une analyse qui est la bonne. Imaginons qu'ici, sur le pétrole, vous faites votre bottom, vous coupez votre position avec un profit de 5%, j'en sais rien. Bah, si c'était le point bas de l'année et que le pétrole part to the moon, bah, vous avez l'air bien con parce que vous allez vous retrouver à courir après le prix. Alors que si vous appliquez une bonne stratégie, un bon money management, un bon point d'entrée, un bon stop loss, un take profit partiel au premier atteinte de l'objectif, et puis je sais pas moi, 50% de la position avec le stop loss en zone positive, bah en fait vous risquez rien. Ok, vous pouvez perdre une partie des profits s'il y a un retour, mais on s'en fiche. L'essentiel, la première règle pour vous en tant que day trader ou investisseur, c'est de ne pas perdre d'argent. Alors on en a vraiment rien à faire qu'on ait raté des objectifs, qu'on ait raté des profits. Nous on est là pour parier sur le comment dire sur les probabilités. On est là pour accompagner au possible au maximum les trends. Alors moi ce que je propose toujours, comme je vous l'ai dit, c'est de prendre un take profit partiel et puis de suivre avec le stop loss. Alors évidemment, ne collez pas le stop loss au cul du prix, parce que vous allez vous faire prendre. Mais accompagnez, je sais pas, moi par exemple, toujours les derniers creux, quoi. Vous voyez, vous mettez toujours les derniers creux.
hop, vous collez toujours le stop loss sur le dernier creux, résultat, si un jour il se retourne, hop, bah vous avez quand même accompagné toute cette hausse ici, quoi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc ça c'est pour le pétrole, un pétrole qui est toujours en tendance baissière, qui semble avoir un momentum qui s'affaiblit, affaire à suivre. Comme dit, une divergence, c'est pas un timing, c'est simplement une information. Alors, on passe sur le S&P 500, l'indicateur SPX, donc le ticker SPX. Donc déjà, on a un gap baissier en fait qui a été formé ici, donc il va jouer un rôle de grosse résistance, hein, ça c'est clair et net. On a ici une espèce de canal, enfin un triangle en expansion, un espèce d'entonnoir inversé qui nous indique justement une augmentation quelque part. Donc ça, c'est une figure qu'on n'aime pas trop voir en bourse parce que en termes d'incertitude, c'est un peu le summum. Donc si je vous contracte tout ça, on voit à peu près. Je vous ai identifié ici les résistances, enfin... Elle a fait office de support à ce niveau-là, mais comme on l'a briqué à la baisse, bah maintenant, forcément, elle fait office de résistance. Donc résistance majeure à 4285 points. Nous avons... alors il va falloir que je mette à jour ma chart. On a ce support qui est effectivement devenu une résistance aussi, donc on la passe en rouge. Et nous avons actuellement le S&P qui est passé également en dessous de cette petite ligne que je vais supprimer. Donc niveau du VPVR, du VRVP pardon, on a un creux dans le volume à ce niveau-là. Donc est-ce que le prix quelque part va revenir tester cette zone? Je n'en sais rien, c'est possible. On a un RSI qui lui est passé du côté des bears avec un signal de volume anormal du côté toujours des bears, donc des volumes de vente anormaux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le S&P? Ben, on peut dire que quelque part la prochaine grande zone d'intérêt va être celle-ci. Alors, on a les bottoms justement ici, on a le bottom de juin qui va présenter à mon avis une zone de support stratégique et potentiellement celle-ci aussi. Donc là je vois également un support. Est-ce que le prix est en train de réagir potentiellement sur la borne basse de l'ancien gap? C'est possible parce qu'on voit que le test a vraiment été parfait. On a un petit gap ici hein, qui n'a pas été comblé, je le rappelle. Juste ici là on a un petit gap baissier. Donc affaire à suivre, ça n'a pas été comblé. Est-ce que je vais être vigilant? Moi, je vais vraiment regarder lundi si on ouvre au-dessus du gap, qu'on le reteste, qu'on le comble à la baisse, ou si on ouvre en dessous et qu'on monte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très important. On verra ça lundi. En tout cas, pour l'instant, il me semble le S&P 500 pour moi me semble vraiment parti pour enfoncer ces niveaux, hein. Donc je m'attends potentiellement à quelque chose de comme ça, hein. Très honnêtement, c'est mal parti, hein. Alors, si on veut, on pourrait peut-être même voir, bon, c'est pas strictement respecté, mais on pourrait même potentiellement voir ici une tête-épaule, hein, épaule-tête-épaule, qui nous donnerait, vous voyez, une target pile sur ce support que j'ai tracé ici. Donc, c'est pas très glorieux. Un S&P 500 qui me semble quand même relativement faible. Alors, le support sur lequel l'épaule tête-épaule nous emmènerait serait en fait le niveau de Fibo 0,50 du creux Covid au top janvier 2022. Donc un 0,5. À mon avis, un niveau qui sera fortement défendu, puisqu'en plus, il y a eu à un moment donné de la résistance sur ce niveau-là. Le prochain palier éventuellement pourrait être également celui-ci, ou je vais vous en tracer un autre, le 0,618. Hop, résistance s'il vous plaît. Résistance, non, support. Support élémentaire mon cher Watson. Bon, donc un S&P pour l'instant qui fait un peu la gueule. Il y a une grosse distribution là, hein. On voit vraiment que c'est un canal qui part un peu en cacahuète. Bon, affaire à suivre, hein. Je vais les prolonger un peu parce qu'à mon avis, c'est pas fini cette histoire. Donc pour la S&P 500, pas très positif, hein. Pour vraiment avoir un vrai signal de reprise haussière, excusez-moi, je voudrais déjà voir une cassure de ce niveau.
un retest et définitivement un cassure de cette résistance-là. Une cassure de cette résistance-là. Franchement, tant que j'ai pas une cassure des 4285 points, même pas en rêve quoi. Pour moi, on continue à descendre, hein. Moi, je le vois bien descendre sur les 3500 en premier lieu, hein. Donc ça, c'est pour le S&P 500. Soyez bien vigilants. Attention aux SMA aussi qui repartent à la baisse, hein. Donc on a la SMA 21 qui est repassé sous la SMA 233. On a la SMA 55 qui est pas loin de dégueuler aussi. Honnêtement, la force vendeuse ici, elle est vraiment en contrôle, hein. Surtout que vous le voyez là au niveau des volumes, la force est vraiment du côté des vendeurs, hein. Donc ça, c'était pour le S&P 500. On va passer au Nasdaq. On reprend avec le Nasdaq et j'en profite pour vous dire, si vous ne vous êtes pas encore abonné, que vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment de le faire. Pensez à soutenir la chaîne, je le vois dans les stats. On a pas mal de personnes qui regardent les vidéos, qui like pas, qui s'abonnent pas. Bon, soyez sympas les mecs, ça mange pas de pain, ça vous coûte rien. Abonnez-vous, likez la vidéo. De plus, comme vous le voyez aujourd'hui, on va mettre en place des analyses hebdomadaires afin de vous donner quelques informations en courant 2 semaines en fait, hein, tous les samedis, tous les vendredis soirs. Je sais pas encore à quelle fréquence ça va être produit, mais j'imagine, ouais, tous les samedis à peu près, samedi-dimanche en fait, une analyse rétroactive sur la semaine, sur l'ensemble du marché, en tout cas les points les plus importants. Donc pensez à liker, pensez à vous abonner. Allez, on repart sur le Nasdaq 100. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de notre Nasdaq? Ben, on a à peu près le même phénomène en fait que sur le S&P 500. On a un espèce de canal baissier en expansion. On a eu un break à la hausse, mais qui a été rejeté, hein. Donc avec en fait un gap baissier, un petit gap baissier ici, qui a été partiellement comblé. On a eu une baisse, un petit pump, et puis on voit que là, du coup, on a de nouveau tapé la borne, et c'est ce qui donne quelque part la pertinence de notre borne, hein. Vous voyez que là, elle a été immédiatement rejetée avec un gros gap baissier, ici, hein, vous le voyez. Bon, donc finalement, si vous voulez, ces bornes du canal sont totalement validées, hein. Vous voyez, rejet ici, super rejet ici, super rejet ici, super rejet ici. Enfin, on a vraiment des signaux très forts, hein. Donc, qu'est-ce que je vois sur le Nasdaq 100? Bah, le Nasdaq 100, en fait, il est un peu en avance sur le S&P 500, si vous voulez. Euh, on voit que on a inscrit un espèce de canal. Alors, il n'est pas confirmé celui-ci, parce que vous le savez, normalement, il faut 3 touches pour être à peu près confirmé. Néanmoins, on a vraiment 2 bornes parallèles. Bon, on a cassé à la baisse, donc on oublie ça. Donc, pour moi, tendance baissière, toujours en cours sur le Nasdaq 100. Surtout, tant que je vois pas, en fait, une cassure avec un retest sur le bas de cette espèce d'oblique, hein. Donc, l'oblique, elle est pas majeure, on va dire, mais elle est très importante. En termes de résistance, on a cette borne-là, donc qui correspond justement aux touches qu'il y a eu ici, avec le rejet ici. Donc on voit qu'il y a eu un micro-rebond, ça refait office de résistance. La seconde résistance, évidemment, ça sera le gap baissier, hein, donc le fond du gap baissier. Pour moi, tant qu'on n'a pas repassé là au-dessus, on peut repasser potentiellement ici, faire ça, et puis replonger, hein. La première target pour moi, c'est la baisse se prolonge, ça sera le niveau des 10 948, donc qui correspond à peu de choses près en fait au bottom de juin, mais surtout également à ce niveau technique là en fait, qui correspond à ce bottom du 30 octobre 2020, donc qui pour l'instant fait office de support, hein. Donc résistance, support, support, hein. N'oubliez pas, une résistance qui est cassée à la hausse devient support. Un support qui est cassé à la baisse devient résistance, hein, règle fondamentale. Côté momentum, on est toujours chez les vendeurs ont la main. Bon, j'ai pas les volumes sur le NDX, alors allez comprendre, le SPX ils mettent les volumes, le NDX ils mettent pas les volumes. Si quelqu'un d'entre vous a la réponse à ce problème, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein. C'est toujours un peu casse-burne de manquer un peu de data, mais bon, on voit bien, hein, la force est du côté des vendeurs, hein, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, on a justement cette target ici qui est aux alentours de 11 000, hein. Pour moi, c'est vraiment ce qui va se passer. On aura peut-être des micro supports sur ces niveaux-là, notamment celui-ci.
Là, on va avoir une zone d'intérêt sur les 11 500. Bon, à voir ce que ça donne. Moi, franchement, je pars vraiment du principe que c'est la semaine prochaine qui va nous donner le tempo pour les prochaines semaines, quoi. Hein, parce que, excusez-moi, je vois pas par quel miracle le marché aurait un élan haussier de nouveau, mais bon, vous savez, le marché n'est pas toujours rationnel. Il faut composer avec. Encore une fois, notre boulot à nous, c'est d'accompagner la trend et pas d'essayer de deviner ou de faire de la lecture de boules de cristal. Donc sur le Nasdaq 100, on est dégueulasse. Sur le SPX, on est dégueulasse. En termes de macro, on est dégueulasse. C'est pas très très jojo tout ça. En tout cas, surveillez bien le Nasdaq la semaine prochaine à l'ouverture pour voir effectivement ce qu'on va faire. Est-ce que là, ce petit gap de merde là, est-ce qu'on va le combler ou pas? Est-ce qu'on va revenir au-dessus de cette résistance? Est-ce qu'on va péter le gap haussier? C'est tout ça qui nous donnera la tendance pour les prochaines semaines. Donc ça, c'était pour le Nasdaq 100. Alors on passe sur notre CAC 40, l'indice français par excellence. Alors bon, qu'est-ce qu'on voit sur le CAC? Ben c'est pas très jojo non plus. Hein. Gap baissier, gap baissier, gap baissier. Tous les 3 matins, on a un gap baissier sur le CAC 40. Bon, est-ce qu'il y a des opportunistes qui pensent qu'on va encore une fois faire un rebond? Oui, tout à fait. On a ce canal-là ici en fait, hein, avec une cassure qui a été rejetée. On a, bon, la borne haute, j'en suis un peu moins convaincu. Pour l'instant, on a cette borne haute là que je retiens. Est-ce qu'on va peut-être faire à la baisse et retenter justement un rebond? Oui, probablement. Il sera intéressant d'observer ce que le CAC va nous faire dans la continuité de cette espèce de triangle de continuation. Alors, honnêtement, décidément ce matin, j'arrête pas de tousser. Il va peut-être falloir arrêter la clope. Voilà, donc le CAC 40, bon, c'est pas très glorieux comme on l'a dit, gap baissé, hein, donc vous voyez tous les 3 matins il y a des gaps baissés. Bon, il y a des vendeurs qui clairement sanctionnent les acheteurs, donc de prudence. Shorter maintenant le CAC 40, non, vous êtes près d'un potentiel rebond, donc non. Essayez de prendre le pullback, si on est contre à rien, pourquoi pas, restez vigilant. Peut-être que ici il y a une nouvelle borne qui est en train de se dessiner, pourquoi pas, chose à vérifier. En termes de résistance et support, on avait justement ici, on avait un support ici, à ce niveau-là, bon vous le voyez, le gap l'a explosé. On avait un support ici mais qui a été pété, qui du coup en même temps devient résistance avec, avec le haut de notre gap baissier. En support, qu'est-ce qu'on a? On a ponctuellement cette zone-là, hein, cette confluence ici, là, là, là et là. On a du coup un support à peu près dans ces eaux-là. Hop, donc c'est un peu on va dire la dernière limite avant la zone ici. Bon, un CAC somme toute qui semble faire un peu la tronche. Est-ce qu'on va venir retester cette borne-là? Probablement si on casse ce canal à la baisse. Bon, vous voyez, c'est un peu compliqué, néanmoins, moi j'observe un phénomène global en fait, c'est que tous les marchés, peu importe où vous regardez, sont vraiment dans une grande phase d'hésitation en fait. Il y a à peu près tout le monde qui fait très attention, qui est très vigilant. Le marché US va clairement dicter la tendance hein, la semaine prochaine si les annonces de la Fed ne conviennent pas au marché. Attendez-vous effectivement à avoir une répercussion également sur le CAC. Donc c'était pour le CAC 40. Restez vigilants. Pour l'instant, la tendance s'inscrit plutôt dans la baisse. Alors j'ai vu des experts qui disaient oui, le CAC 40 est plutôt fort, il résiste bien. Ouais, disons qu'il n'y a pas de sell-off comme aux US. Mais il faut aussi comprendre la composition du CAC 40 qui est beaucoup moins technologique, on va dire, que le S&P 500 et le Nasdaq surtout. Hein. Donc évidemment que le CAC historiquement a toujours été un peu plus résilient en cas de crash que les marchés US. Par contre, il met aussi beaucoup plus de temps en général à se relever. Hein. On l'avait vu après le Covid. Donc ça c'était pour le CAC 40. On va passer au total crypto market. Alors pour le crypto total market cap, on va fonctionner en 2 étapes. On va commencer en weekly pour prendre un maximum de recul et je vous ai volontairement enlevé toutes mes analyses afin de vous tracer un peu les résistances et les obliques et tout ce qui va bien pour vous montrer clairement
mon approche, on va dire, sur une analyse, sur une nouvelle analyse d'un actif que je n'ai pas encore traité. Donc, je vais dans un premier temps essayer de tracer les supports et les obliques, enfin tout ce qui va bien. Donc là, je vois déjà une oblique ici. Hop, je la mets comme ça. Je peux en trouver une autre, peut-être qui passe par ici. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Voilà. En plus, alors attendez, on peut même s'amuser à une chose. Si je la clone, histoire d'avoir exactement la même, est-ce que ça nous donne une zone de confluence? Oui, tout à fait. On passe par le top ici. Attendez, hop, excusez-moi, on va enlever l'aimant là parce qu'il fait un peu chier. Donc je vais vous agrandir ça. Donc on a un test ici, un rejet ici, un rejet ici, un rejet ici. Donc totalement validé. La borne haute, elle, n'est pas encore totalement validée parce qu'on a eu deux tests. Est-ce qu'on va la tester et redescendre? J'en sais rien. Franchement, je joue pas aux devinettes, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la lecture de ce que le cours me présente. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des volumes qui baissent. Bon, forcément, on a fait, il y a eu une grosse perte sur le crypto market cap, hein. On a perdu 75% au point bas en juin 2022. Le top novembre à juin 2022, bon, ça a bien dégueulé, hein. Alors, qu'est-ce que moi je vois potentiellement sur ce total crypto mark à l'échelle weekly? Je vois bientôt un cross en fait de la SMA 21 avec la SMA 55, donc ça c'est un signal bearish également. Qu'est-ce que je constate d'autre? Alors si on trace un peu les grands supports et les grandes résistances, on va s'y attaquer tout de suite. On a une résistance ici clairement, c'est clair et net, hein, donc une touche ici en tant que support, une touche ici en tant que support, une cassure, un retest. Nous avons bien confirmé la résistance, ok? Donc résistance majeure à l'échelle hebdomadaire sur le market cap de 1 trillion 145 milliards. Donc à surveiller, hein. Donc on voit qu'elle a déjà été une fois confirmée ici en tant que résistance. Ça c'est vraiment résistance majeure. D'ailleurs je crois que je vais l'écrire dessus. Comme ça on l'a bien à l'œil. Résistance majeure. Voilà. Peut-être pas en bas à droite, on va peut-être la mettre au centre. Ok, résistance majeure. Donc ça, on est clairement d'accord, on est sur une résistance majeure. Ensuite, si je dois vraiment chercher un support majeur, je prendrai celui-ci. Donc, si vous voulez, au stade d'aujourd'hui, on a une résistance majeure qui est plus proche qu'un support majeur. Le prochain support, à peu près potable, serait ici en fait, hein. Mais c'est pas un support majeur, on a un seul point bas, allez, peut-être deux. Peut-être deux. Donc là, on a un support. Donc, si vous voulez, au stade d'aujourd'hui, bah, soit vous ouvrez un short, parce que vous avez la conviction que le crash n'est pas fini au retour de cette résistance, ou alors vous prenez un long, effectivement, sur ce niveau-là. Bon, je vous rappelle quand même qu'on est dans un canal baissier. Je vous rappelle que la SMA 21 va passer sous la SMA 55. Je vous rappelle qu'on est au-delà de la SMA 233, qui fait lieu de support historique, hein, donc régulièrement, lors des coups durs, on revient les tester. Honnêtement, là on est un peu au milieu de nulle part, donc il faudrait plutôt, pour l'instant, prendre son mal en patience, et soit spéculer le rebond ici, ou soit envisager un achat long à la cassure ici, avec retest. Là, on est au milieu de nulle part, hein. Moi, tous les jours, sur la communauté dans laquelle je suis, que je vais pas nommer ici, je vois des gens qui prennent des scénarios à l'achat, à la vente, pour des petits rebonds à la con, intraday. Honnêtement, la crypto est très volatile. Pour moi, la crypto, il faut vraiment la trader sur des niveaux majeurs, en fait, hein. C'est très dangereux de rentrer n'importe où dans la crypto. Quand vous voyez la volatilité qu'il y a, hein, c'est des volatilités de malade en fait, hein. Vous pouvez littéralement vous faire couper votre portefeuille en deux, quoi, hein. Sachant que si demain vous espérez, vous avez une opinion, je sais pas moi, un Cardano x4, x10, bah votre portefeuille coupé en deux, ça peut littéralement vous diviser par deux votre performance future. Donc soyez pas, faites pas les gros singes, vraiment allez-y au pire progressivement.
je sais pas, vous avez 2 000 € à investir en crypto, allez-y par coup de 500, plutôt que d'aller tout de suite all-in, et puis de dire, allez, c'est bon, hein, même si ça baisse de 50%, je suis dedans et je regarde le cours partir sans moi. Non, allez-y tranquille, les gars, y a pas de stress, hein. Vous voyez, là, on est sur des bougies hebdomadaires. Bon, maintenant, on va passer sur les bougies daily, quand même. On va regarder comment ça se présente. Donc, on voit qu'on est bien dans ce canal. On voit qu'il y a eu un adoucissement dans la force baissière, puisque on a la SMA 21 qui commence à devenir flat. Donc pourquoi pas tenter un long à la retouche ici. Franchement, c'est envisageable, mais vous voyez aussi que là, du coup, en daily, on a construit un espèce de support ici. Bon, on est passé en dessous. Est-ce que c'est grave? Non, pas pour l'instant. Pour vraiment confirmer ce support, moi je voudrais voir un rebond dessus, en fait, un rebond franc. Bon, pour l'instant, on voit qu'elle fait un peu le taf. Bon, ça déborde un peu. Bah, c'est la crypto. La crypto, c'est pas propre. Je veux dire, il y a toujours beaucoup, beaucoup de volatilité, beaucoup de bruit. Là, on est sur le total market cap, donc c'est-à-dire, on parle vraiment de capitalisation totale de l'ensemble du marché crypto. Est-ce que c'est précis à 100 dollars près ou à 100 millions de dollars près? Non. Voilà, c'est vraiment des tendances majeures. Donc moi, franchement, si je devais vraiment charger la mule en termes d'investissement sur le crypto market cap, j'attendrais ce niveau-là en fait. En fait, si vous voulez, ce ticker, le total là, total market cap crypto, c'est avant tout un voyant en fait. Je le vois comme un voyant. Ce voyant, il me dit, Socrate, est-ce que tu t'intéresses au crypto maintenant là tout de suite? Oui ou non? Alors, en toute honnêteté, j'ai acheté du Cardano il y a quelques temps. Je crois que c'était il y a quelques jours, j'avais dû l'acheter par ici, parce que justement, je me suis dit, allez, je commence à en reprendre un peu, parce que il y avait le merge, Ethereum, il y avait pas mal de choses sur le tapis. Je m'étais dit, allez, j'y mets un petit billet, mais bon, j'y suis allé très très léger, hein. Je crois que j'ai même pas mis 2% de ce que j'ai prévu d'allouer à la crypto, hein. Donc autant vous dire, c'est insignifiant, quoi. Je veux dire, là, le cours, il part dans le sud, je m'en fous, quoi. Je veux dire, je suis très légèrement exposé. Donc on le voit sur le crypto market cap, grosse prudence. Au niveau du momentum, bah, on est toujours du côté des bears, hein, donc soyez bien vigilants. Ne vous emballez pas. Ça fait déjà un an qu'on se tape la baisse, donc enfin quasiment un an qu'on se tape la baisse. Vous n'êtes pas à 2 mois près maintenant. Soyez patients. Laissez les choses venir. La patience, les amis, la patience, c'est la clé dans les cryptos. Est-ce que demain la crypto va faire x100? J'en sais rien, je m'en fous. J'en ai littéralement rien à faire. Je veux juste prendre des profits, je veux placer mon argent, je veux dormir tranquille la nuit, je veux pas pleurer parce que mon portefeuille a moins 75%, donc je suis patient. Si je rate le train, c'est pas grave. J'en ai raté d'autres des trains. J'étais pas dans Amazon il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'étais pas dans Google il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'étais pas dans Tesla il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'étais pas dans Netflix il y a 10 ans, 15 ans. Et alors, on s'en fiche. Votre objectif à vous, c'est de placer de l'argent et idéalement d'avoir un rendement qui est supérieur à celui de l'inflation. C'est tout. C'est tout. Si vous n'êtes pas capable d'obtenir un rendement supérieur à 10 ou 20% en crypto, excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire en crypto. Vous n'avez rien à y faire. Et je reprends les affirmations de certains de mes confrères sur YouTube qui vous disent un investisseur long terme, il s'en fout des pertes. Non, non. C'est quoi ce discours d'attardé? Être un investisseur long terme ne vous empêche pas de mettre un stop loss. Le gars qui achète un rebond technique avec, je sais pas moi, 10 000, 20 000, 30 000 euros, par exemple ici, en mode ah, il y a eu cassure de W, on part to the moon, et que derrière il se fait manger, bah, il n'y a pas de raison qu'il ait pas mis un stop loss, par exemple ici, en dessous de ses plus bas, puisque par définition, même si c'est un investisseur long terme, si son scénario est invalidé, alors évidemment qu'un investisseur long terme ne colle pas ses stop loss, mais il peut très bien se dire je mets un stop loss ici. Et ben le mec, s'il avait mis son stop loss ici, il aura encaissé une perte de 28%, certes, c'est énorme, mais ça lui aurait surtout évité une perte supplémentaire de 50%. Même si le gars avait mis son stop loss ici et qu'il avait racheté ici, et qu'il aurait reperdu dans la foulée, il aurait toujours perdu moins que le mec qui est rentré là en mode ah, je m'en fous, c'est du long terme, je mets pas de stop loss, nanana. Protégez vos investissements. Ne faites pas les autruches, ne faites pas les écervelés, protégez vos investissements. C'est pas parce que vous faites du long terme qu'il faut faire n'importe quoi.
Vous vous rendez pas compte, mais un portefeuille qui perd 60%, je crois qu'il faut qu'il fasse quasiment 200% pour récupérer sa perte. Vous ratez un x2. Si la crypto demain fait x20, vous allez faire x10 maximum. Alors que l'autre va faire x20. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ont connu ce phénomène d'avoir des portefeuilles qui sont à moins 75%, eh ben moi je vais vous dire ce qui va se passer, c'est que vous allez être dégoûté tout simplement. Et c'est quand on est dégoûté qu'on fait des conneries, parce qu'on fait du revenge trading. On se dit tiens ok, mon portefeuille long terme il se prend une claque, bah tiens je vais me refaire sur un petit trade BTC x20. Et puis paf, il y a Jérôme Powell qui balance son speech, hop, tu te prends un moins 10 dans la gueule avec ton levier x20, t'es margin call. Bon bah voilà, bah c'est comme ça qu'on fait des conneries. Le money management les gens, le money management. Ne balancez pas toutes vos économies dans la crypto, dans un potentiel x20, x30 qui n'arrivera probablement jamais sur la majorité des cryptos, à part les petites market cap qui sont encore, on va dire, un potentiel devant eux. Bitcoin ne fera pas x100. Arrêtez de croire que Bitcoin va faire x100. Ce n'est mathématiquement pas possible. Ça voudrait dire que le market cap de Bitcoin sera supérieur au market cap des indices, des S&P 500, qui représentent, je le rappelle, des vraies sociétés qui dégagent du profit, et pas un potentiel futur monnaie du peuple. Bon, chacun ses croyances, mais moi je vous demande juste d'être rationnel et d'avoir une approche cohérente et logique. Et arrêtez de dire que vous faites du long terme si vous revendez vos actions et vos cryptos tous les 3 mois. Le long terme, c'est 5 ans, 3 ans à 5 ans minimum. Vous n'avez jamais gardé d'actions pour 3 ou 5 ans? Eh ben vous n'êtes pas un long-termiste. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas un long-termiste. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même et adaptez votre stratégie à votre comportement. À défaut d'adapter votre comportement, adaptez votre stratégie. Mettez des stop-loss. Tant pis si votre stop loss est pris et que derrière vous prenez un rebond du futur et que vous n'êtes plus dans la course, c'est le jeu. Et bien à ce moment-là, vous attendez un retest d'un support et vous rentrez peut-être sur ce support. C'est jamais trop tard. Le marché laisse toujours des secondes chances, toujours. Par contre, il punit les impatients. On dit souvent que le marché prend l'argent des impatients et le donne aux gens patients. Est-ce que ça veut dire que toutes les cryptos vont monter dans le futur? Non. Est-ce que ça veut dire que le marché crypto va forcément rebondir? Non. Est-ce que ça veut dire pour autant que la crypto c'est mort? Non plus. On n'en sait rien. Nous, on est juste là, encore une fois, pour accompagner la tendance. Donc voilà, c'est un peu mon coup de gueule côté crypto, parce que malheureusement, franchement, je vois des trucs régulièrement, je dis rien. Je me mords la langue, je me dis, t'énerve pas, parce que je suis connu quand même dans ma communauté pour être assez sanguin avec certaines personnes. Bon, c'est pas dans une mauvaise intention de les lapider, hein, c'est vraiment... C'est de l'argent, les gars, hein. Vous jouez du pognon, hein. On n'est pas dans une partie de Monopoly, c'est votre pognon, les gars, hein. Demain, ta bagnole, elle pète, t'as mis tout ton argent dans la crypto, tu t'es fait rect, bah ta bagnole, mon gars, elle se transforme en vélo, quoi, hein. Tu finis en vélo, mon gars. Alors si tu veux pas devoir rouler en trottinette électrique pour le reste de ta vie, fais un peu attention avec ton argent. Et surtout, mets pas tout ton argent dans la crypto. D'ailleurs, ni même en bourse tout court, hein. Essaye d'être cohérent, il faut d'abord savoir marcher avant d'apprendre à courir. Apprends à épargner avant de vraiment investir, hein. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, c'était la vidéo dans le format 90 secondes, qui peut investir en bourse. Donc si tu l'as pas vu, je t'invite à la regarder. Franchement, c'est très important. Bon, on en a fini avec le total CryptoCap, on va passer au Bitcoin. Nous voilà de retour avec notre ami BTC. Alors qu'est-ce qu'on voit sur BTC? Donc je suis sur le BTC USD, donc l'index Bitcoin dollar proposé par TradingView. Donc on observe ici, ben évidemment ça on l'a pas raté, c'était le fameux double top, le sell-off. Bon, on n'en parle plus. Ça c'est du passé. On est en plein dedans. On constate un canal baissier légèrement en contraction. Donc on a test ici, test ici, test ici, test ici. Pour la borne haute, on a un test ici, et presque un test ici. On l'a un peu rejeté. Alors est-ce que c'est moi qui ai mal placé le canal, ou est-ce que finalement c'est juste une histoire d'optimisation? Peu importe, on s'en fout. On a un cross ici confirmé de la SMA 21 par rapport à la SMA 55, donc c'est ce qu'on voyait juste avant sur le total crypto market cap. On a ici une espèce de range pour l'instant qui est en train de se réaliser, donc on va le matérialiser ici, on a un range ici,
Donc en fait, ce qui se passe ici, vous avez tout simplement une bagarre entre les boules et les bears, hein, tout simplement. Pour ma part, je me prononcerai pas sur la poursuite de la tendance, tant que j'ai pas soit une cassure de cette borne ici, ou une cassure de la borne ici. Parce que pour l'instant, on est dans un canal baissier, mais on va pas se mentir, on va probablement pas descendre pour à l'infini, hein. Donc est-ce que Bitcoin peut aller beaucoup plus bas? Oui, clairement. Clairement, Bitcoin peut aller beaucoup plus bas. Clairement. Mais est-ce que ça va pour autant être le cas? Non, pas forcément. Il va falloir surveiller en fait, hein. Donc vraiment le point clé ça sera ici, hein. Alors vous voyez quelque chose que moi je vois aussi, c'est qu'on a un creux dans le VRVP ici, on a un creux dans le VRVP ici. Alors pour info, les creux de VRVP ont une tendance naturelle à attirer le prix. Est-ce que le prix reste dans ces zones? Pas forcément. Est-ce que le prix latéralise dans ces zones? Oui, le prix latéralise souvent dans ces zones-là. Là, on est entre les deux. Vous voyez bien que les deux bornes en fait de mon espèce de range sont bien dans les deux creux. Donc on voit bien ça. Ce que vous voyez là, les amis, c'est de l'indécision pure. C'est de l'indécision pure que vous voyez, hein. Donc à bien surveiller le creux ici. Et puis surtout, est-ce que notre ami Bitcoin va tester la SMA 233? Moi je vous le dis, si on teste la SMA 233, ici, là, il faudra pas hésiter à charger un peu la mule, parce que historiquement, si vous regardez un peu dans l'histoire du Bitcoin, vous voyez que ça a été une zone de résistance majeure, hein. C'est vraiment un endroit où, regardez le dernier bull market, il est vraiment parti de là, hein. Est-ce que ça veut dire que ça va être le cas cette fois-ci aussi? J'en sais rien, non, je sais pas. Là, on a fait un x17, hein. 1600%, c'est x17, les amis, hein. x17. Est-ce qu'on fera un x17 en partant de là? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Mais si on fait un x5 ou un x10, personne n'est assez stupide pour cracher dessus, quoi, je veux dire. Donc, moi, perso, je mettrais peut-être un peu de cash sur Bitcoin au touch de cette zone-là, et je rallongerai probablement à l'enfoncement de la SMA 233. Attention toutefois, il n'est pas impossible que pour la première fois historiquement le Bitcoin passe en dessous de son SMA 233 et il reste pendant un petit moment, hein. Donc là on est en weekly. On va passer en daily, on va voir ce qu'on arrive à voir. Bon, bah là, effectivement, le range, il se confirme bien, hein. On peut même un peu l'ajuster, on peut même dire, voilà, plus précisément. Donc on latéralise, on a un adoucissement effectivement de la SMA 21, SMA 55 commence à se mettre un peu de manière un peu plus flat, on va dire, également. Au niveau des volumes, on voit que les volumes anormaux sont principalement baissés actuellement, forcément, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions sur le discours de Powell, sur le crash du Nasdaq et du S&P 500, enfin crash, correction baissière on va dire, ou en tout cas continuité baissière. On a néanmoins des petits rebonds qui sont en train, des petites tentatives de percer de la ligne médiane du RSI qui sont en cours. Bon, on n'a pas vraiment d'indication claire. Bon, n'oubliez pas qu'un range latéral, c'est souvent une figure de continuation. Donc on peut très bien imaginer qu'on a aussi une forme de drapeau. Alors un vrai drapeau, il serait comme ça. C'est pas le cas. Mais ce genre de figure, malheureusement, est une figure de continuation 9 fois sur 10. Là où potentiellement je serais pas mal rassuré, c'est si on passe là au-dessus, qu'on reconfirme. Alors attendez, je vais enlever ces dessins horribles. Hop, voilà. Là où je serais pas mal rassuré, c'est si effectivement on casse, on fasse un rebond sur la SMA 21, potentiellement un rebond sur la SMA 55, et puis surtout un rebond clair, un franc sur cette oblique, plus une cassure vers le haut, et pourquoi pas un... Ah, je vais vous enlever les dessins, j'arrête pas de gribouiller, c'est un peu dégueulasse. Et si je voyais potentiellement un petit rejet sur la 233 pour finir par le casser par le haut. Bon, on n'y est pas encore. À mon avis, on va plutôt se retrouver quelque part par là, enfin, en tout cas du moins sur la résistance long terme du Bitcoin. Bon, on est sur une zone d'intérêt là, hein, vous le voyez, hein, on est historiquement sur une zone d'intérêt. Affaire à suivre, il n'y a pas beaucoup plus à dire sur le Bitcoin pour l'instant. Il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve de résilience, et puis aussi surveiller un peu ce qui se passe au niveau de la continuité. Pour l'instant, il n'y a pas de force acheteuse, hein. Honnêtement, on a plutôt... là, on a à nouveau des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Bon, c'est pas Jojo, hein, pour prendre mes propos précédents. Donc,
en surveillance, on va dire, en forme d'attente sur Bitcoin. Et de toute façon, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, attendez bien les signaux du total market cap avant de vous jeter à tête baissée ou à corps perdu dans la crypto. Allez, on va repasser au gold, on va finir sur le gold. On passe sur le gold, donc je le rappelle, CFD sur or, c'est le prix de l'once. Une once d'or, c'est 28,30 grammes, donc pour être précis. Le prix de l'once, c'est à peu près la référence quand on parle de l'or. On parle pas trop de prix au gramme, on parle toujours de prix à l'once. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le gold? Eh ben, c'est pas Jojo, une valeur refuge, mon cul. Ceux qui ont cru se sont bien fait avoir. Bon, remarquez qu'il s'est passé exactement la même chose avec Air Liquide. Ça fait un an que je vois tous les youtubeurs qui disent ah, Air Liquide, valeur refuge, c'est stable, ça monte, ça gna gna gna. Voilà, bah forcément, quand quelque chose devient trop populaire, eh ben on sait comment ça se passe. Le ticker de Air Liquide, AI, hop, regardez un peu, hein, c'est beau Air Liquide. Bon, ils se sont pris une bite, voilà, bon, ben, on les voit, les valeurs refuges, hein, en crise, les valeurs refuges, ça prend une baffe aussi. Surtout si tout le monde ne jure que par ça. Bon, le gold, il a pris une grosse baffe, on le voit ici. Bon, est-ce qu'il y a des trends qui sont clairement identifiés? Je vais faire comme d'habitude, je vais cloner mon oblique et vous allez voir comme par hasard ça colle. Et ben oui, c'est magique, c'est tout beau. Socrate, t'es trop fort, merci tout le monde. Je plaisante. Bon, gold dans une tendance baissière, clairement identifié. Test ici, test ici, test ici. SMA 21 sous la SMA 55, sous la SMA 233, c'est bearish. Tout ça, ça fait bien la gueule, c'est pas terrible. Est-ce qu'il faut réfugier son argent dans le gold en ce moment? Probablement que non. Bon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce qu'il y a un support à court terme à ce niveau-là? Non. Non, il n'y a absolument rien. Si je passe en weekly, peut-être qu'on va voir des choses. Bon, on vient de faire un magnifique M-top. Est-ce que c'est la fin de l'or? Non, je ne pense pas. Gardez bien à l'esprit que la Russie, avant d'engager son fight avec l'Ukraine, a stocké énormément d'or et que bien qu'il y ait un embargo, qu'elle n'a pas le droit de vendre l'or à d'autres pays, eh ben, ils sont bien malins comme d'habitude. Ils vendent par la Chine, par l'Inde. Donc bon, bref. Les Russes ont de quoi liquider leur or. Ils en ont encore pour un petit moment. On va s'intéresser aux prochains supports pour l'or, les supports majeurs. Bon, ben, prochain support majeur, 1550 dollars l'once, on n'est pas loin. On est sur un support ici, est-ce qu'il va tenir ou pas? À suivre. Est-ce qu'on peut prendre un long potentiellement ici en se disant qu'il va peut-être y avoir un retournement? Oui, par contre soyez très vigilant, votre stop loss le mettez pas trop loin, hein, laissez-vous peut-être 5%, 5%, ouais, 2 à 5% pour le stop loss, ça se tente. Le long ici sur l'or, ça se tente. Mais bon, vous voyez, pour l'instant, on est dans un canal. Honnêtement, comme par hasard, le support ici, il viendrait rejoindre la borne basse, comme par hasard. Bon, bah écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Moi, perso, ici, je suis pas trop chaud à mettre de l'argent sur le gold. Mais ça serait pas forcément con de le faire, hein. On voit que c'est un niveau qui a été testé plusieurs fois. Why not? Vraiment why not? Alors la prochaine résistance, elle est où? Bah elle est juste au-dessus de notre tête. Elle est ici. Donc là on a une résistance. Bon, que faut-il faire? Faut-il acheter? Faut-il vendre? Ben, je n'ai pas la réponse à cette question. Chacun doit faire ses propres analyses et en conclure ce qu'il a bien envie d'en conclure. Pour l'instant, bon, je vois une réaction ici. Je le répète. Mettre un peu de cash sur le gold en espérant un rebond sur ce niveau-là, why not? Je suis bien partant pour, comment dire, je suis pas mal convaincu qu'on va peut-être un peu ranger dans cette zone-là en fait, avant d'avoir une résolution, voire même peut-être ici plus bas dans ce range-là. Bon, l'or c'est très dur en ce moment, bon, on voit que la SMA 21 en weekly est pas loin de passer la SMA 55, c'est pas très jojo, hein, honnêtement. Moi je le vois bien revenir sur les niveaux du 1550, hein. Moi personnellement, il n'y aura pas de gold dans mon wallet avant qu'on tape les 1550. De toute façon, de manière générale, j'ai une hypothèse qui n'est pas vérifiée, qui n'engage que moi, mais qui est que de toute façon, post-Covid, le pump était en fait déraisonnable, que c'était clairement un excès boursier, et je suis convaincu qu'on va au minimum retracer
le point haut du post-Covid, hein. Donc on voit que le gold, lui, il y est déjà, ou le point bas, hein. Pour moi, ça va être ces deux niveaux-là, en fait, qui vont être importants à long terme, que ce soit le SP 500, le S&P 500, le Nasdaq, ou peu importe. C'est un peu la conclusion actuelle, enfin l'hypothèse actuelle que j'ai. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui me suivaient sur mon autre communauté, enfin dans la communauté de Hermès, vous n'êtes pas sans savoir que actuellement j'ai des puts en fait, donc des options de pari à la baisse qui sont en cours de route, qui sont dans des jolis profits. Donc voilà, ça vous donne un peu mon billet personnel actuellement, il est vraiment baissier, hein. Donc pour le gold, potentiel point d'entrée pour un rebond, pour les plus courageux. Et pour les plus, on va dire, les plus patients, peut-être attendre un retour sur le niveau des 1550. Alors est-ce que le gold va taper les 1550 d'ici la semaine prochaine? Je ne pense pas. C'est quelque chose qui va se construire dans le temps, hein. Vous n'allez pas avoir une ligne droite probablement jusqu'à là. Vous allez avoir, il va y avoir, le prix va se construire en fait, hein. Parler d'un bottom ici, non, c'est beaucoup trop tôt, c'est pas possible. Voilà, soyez prudents. Bon, ça c'était pour l'analyse hebdomadaire. On a fait le tour du DXY, des bonds d'US sur 2 et 10 ans, de l'huile, donc du crude oil, le baril de pétrole, le S&P 500, le Nasdaq, le CAC 40, le total crypto market cap, le Bitcoin, et on vient de finir avec le gold. Si c'est pas encore fait, likez et abonnez-vous à la chaîne. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo une fois par semaine. Je sais qu'elle est assez longue. Croyez-moi que c'est pas facile d'enregistrer toutes ces analyses en direct et d'une seule traite. Donc mettez vos commentaires, si vous avez des opinions, partagez-les. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre Discord, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. C'était Socrate pour la chaîne Traders Cake et je vous dis ciao.